Bonjour à toutes et à tous et bravo pour le fait d'être là de si tôt. Donc on va discuter de drépanocytose en réanimation. Comme on est peu nombreux, on va en profiter pour que ce soit interactif. Donc je vous invite à m'interrompre au cours du topo si vous avez des questions à poser et des précisions. Alors, la drépanocytose, comme vous le savez, c'est une maladie génétique, même monogénique, mais qui est très répandue. C'est la plus fréquente au monde, avec un bassin d'atteinte qui est essentiellement en Afrique subsaharienne, du fait des relations particulières avec l'infection à Plasmodium falciparum. Mais dans les contrées européennes et en Amérique, du fait des migrations, c'est devenu aussi une maladie génétique fréquente. Et aujourd'hui, c'est la maladie génétique la plus fréquente en France et en Île-de-France. Avec donc une incidence croissante, vous pouvez voir sur le graphe de gauche que quand on regarde les hospitalisations pour syndrome drépanocytaire majeur dans les pays développés, ça augmente. On avait fait, nous, une étude de cohorte sur le graphe de droite en Île-de-France. Et il y a également une augmentation des hospitalisations pour crise vaso-occlusive sévère et syndrome thoracique aigu. Les bases moléculaires de la maladie sont simples. Il s'agit d'une mutation sur une chaîne de l'hémoglobine, la chaîne bêta en position 6, avec GLU qui va être transformé en VAL. Et ça va avoir pour conséquence de fabriquer une hémoglobine particulière. Sa particularité, c'est une propension à faire des polymères en situation de désoxygénation. C'est-à-dire que dans le pôle vénulaire des capillaires, on aura des chaînes longues d'hémoglobine qui vont déformer l'érythrocyte, le globule rouge, qui du coup va perdre notamment sa capacité de déformabilité. Et donc c'est ce qu'on appelle les hématies falciformées, qu'on peut voir facilement comme ici sur un frottis. Cette falciformation va avoir pour principale conséquence l'obstruction vasculaire, donc qui est une obstruction essentiellement vénulaire, qui provoque typiquement la crise dite vaso-occlusive. C'est une maladie générale, puisque le système circulatoire, par définition, touche tous les organes, et donc on aura une multitude de complications qu'on a du mal parfois à classer en ensemble cohérent. Mais lorsqu'on regarde l'ensemble du spectre, on peut définir deux principaux phénotypes de malades. Il y a un premier groupe de malades qui présente une activité hémolytique chronique importante, avec donc une libération permanente d'hémoglobine libre dans la circulation, qui a la particularité de capter le NO. Et donc ces malades vont avoir une dysfonction endothéliale chronique très sévère qui va mener à un ensemble de complications qu'on voit ici, à savoir l'hypertension pulmonaire, les ulcères de jambes, le priapisme et ce qu'on appelle la vasculopathie cérébrale, qui est un ensemble de remodelage des vaisseaux à destinée cérébrale qui se manifeste essentiellement par des AVC, soit ischémiques, soit hémorragiques. Donc quand on regarde les études épidémiologiques, cet ensemble de complications va ensemble. Il y a de la corrélation entre le fait d'avoir des ulcères de jambes, de l'hypertension pulmonaire ou des AVC. Et à l'autre spectre de la maladie, on a des complications qui sont essentiellement liées à l'hyperviscosité et à la thrombose vasculaire. Et dans ce cadre, on a la crise vaso-occlusive, le syndrome thoracique aigu, que beaucoup considèrent comme la localisation thoracique d'une crise, mais c'est plus compliqué que ça, et l'ostéonécrose. Et c'est important de différencier ces deux phénotypes parce que les stratégies thérapeutiques vont un peu différer. Dans le premier cas, il va falloir au long cours lutter contre l'hémolyse chronique, alors que dans ce cas, il va falloir éviter les situations d'hyperviscosité, notamment en situation aiguë, et ne pas se retrouver, par exemple, avec des taux d'hémoglobine trop hauts qui vont paradoxalement favoriser de la thrombose et donc des complications du type vaso-occlusion ou syndrome thoracique aigu. Pour ce qui concerne la réanimation, les principaux motifs d'admission des patients drépanocytaires sont respiratoires, avec un tableau respiratoire qui donc est défini par le syndrome thoracique aigu, qui a une composante vasculaire importante, puisqu'on a un taux de patients avec cœur pulmonaire qui est très important, environ 40% dans cette série,
Et il y a également des hospitalisations pour complications hématologiques, puisque de base, c'est une maladie hématologique. Alors quand on regarde dans une cohorte parisienne récente, le premier motif, c'est également respiratoire, syndrome thoracique aigu, et puis on a à côté des crises vaso-occlusives hyperalgiques, et puis de la défaillance multiviscérale, avec une participation importante de la défaillance circulatoire. Quand admettre un patient en réanimation, il y a cette étude de l'équipe de Tenon qui a regardé à l'arrivée en réanimation les caractéristiques des patients, et ils ont essayé de prédire en fonction de ces caractéristiques l'évolution compliquée en réanimation. Donc on pourrait imaginer que si le patient présente ces caractéristiques déjà en salle, il est légitime de l'admettre. Donc c'est des choses plutôt logiques. On a un élément de détresse respiratoire là, avec la fréquence respiratoire élevée, l'hémoglobine basse, une défaillance d'organes avec une atteinte rénale dans ce cas. Et on verra que l'atteinte rénale est assez fréquente lors des complications circulatoires de la drépanocytose. Alors, on doit probablement se focaliser sur le syndrome thoracique aigu, puisqu'on a vu que c'est la première cause d'admission en réanimation, et on verra aussi que c'est la première cause de mortalité de ces patients. Alors, on a déjà un problème de définition. Pour bien comprendre la définition actuelle, il faut revenir à la proposition initiale qui avait été faite par Charach. C'est le premier à avoir introduit ce terme d'acute chest syndrome. Il observait des tableaux cliniques qui évoquaient des pneumonies bactériennes chez des patients drépanocytaires, mais sans diagnostic microbiologique. Et donc, il a défini syndrome thoracique aigu par opposition à la pneumonie, avec dans l'idée qu'il s'agissait d'un infarctus pulmonaire par vaso-occlusion, comme on a la vaso-occlusion osseuse qui crée la crise vaso-occlusive. Seulement, pour faire des études multicentriques, il a fallu traduire cette définition avec des critères, puisqu'il n'y a pas d'outils paracliniques pour diagnostiquer une occlusion microvasculaire pulmonaire. Du coup, ce qui a été fait, c'est de donner des critères généraux du type signe respiratoire avec de la toux, de la douleur thoracique, de la dyspnée, signe général avec de la fièvre, et puis une imagerie qui soit compatible avec un infarctus pulmonaire. Et donc la définition qui a été retenue, c'était une condensation au moins lobaire qui ne soit pas une atelectasie. Alors, une fois qu'on prend une telle définition, malheureusement, les infections vont répondre à une telle définition, d'avoir des signes respiratoires, des signes généraux, et puis une condensation pulmonaire. Et du coup, dans les séries modernes, enfin actuelles de syndrome thoracique aigu, il y a les patients infectés. Et pour simplifier les choses, nous, on considère le STA comme toutes les complications pulmonaires aiguës de la drépanocytose, et on va détailler leurs mécanismes respectifs. Les critères diagnostiques, donc c'est ceux-là, vous voyez à gauche, fièvre, toux, douleur, dyspnée, crépitant, matité. En fonction de l'âge, la prévalence des critères varie. Par exemple, on imagine bien que les enfants sont moins capables d'exprimer une dyspnée. Donc chez eux, on retrouvera plutôt une prévalence faible de dyspnée. Le critère radiologique est problématique. Donc on a dit consolidation au moins segmentaire qui ne soit pas atelectatique. Le problème, c'est de confirmer cela sur une radiographie en réanimation au lit du malade. On comprend que ça peut être compliqué. D'ailleurs, quand on compare au scanner, on a quelques difficultés, mais il y a quand même quelques caractéristiques qui permettent de s'en sortir. La première caractéristique, c'est que les condensations sont typiquement basales. Que ce soit en radio ou au scanner, toutes les études d'imagerie montrent que dans plus de 95% des cas, il y a une implication des lobes inférieurs dans le syndrome thoracique aigu de l'adulte. Ce qui veut dire que si vous avez une condensation qui respecte les lobes inférieurs, vous pouvez quasiment exclure le diagnostic de syndrome thoracique aigu. Donc on peut avoir une atteinte à la fois supérieure et inférieure, mais dans la quasi-totalité des cas, il y a une atteinte des lobes inférieurs. Vous voyez cette étude scanographique qu'on avait menée qui démontre cela. Ici, on a les consolidations, lobe supérieur, lobe moyen, lobe inférieur. En noir, c'est les consolidations lobaires, en gris, les segmentaires, et en pointillé, les sous-segmentaires. Et on voit très clairement un gradient supéro-inférieur avec plus de condensation en bas, que ce soit au niveau du poumon droit ou du poumon gauche.
Les autres anomalies radiologiques existent chez le drépanocytaire. Il y a un peu de verre dépoli, mais qui n'est pas majeur et qui ne respecte pas de gradient, et puis très peu d'atélectasie. Et donc, le mécanisme principal est bien celui d'une condensation. Alors, cette prédominance inférieure des lésions est vraie chez l'adulte. D'ailleurs, elle est confirmée dans cette autre étude un peu plus ancienne. Vous voyez qu'au-delà de 20 ans, on a clairement ici la grande barre, plus de lésions du lobe inférieur que de lésions du lobe supérieur. En revanche, lorsqu'on descend dans les âges et qu'on arrive par exemple chez les tout petits, il n'y a plus de prédominance. Vous voyez que la distribution est équivalente et les pédiatres connaissent bien ça. L'explication n'est pas très claire à ce stade, mais probablement que chez le jeune enfant, l'implication des infections, et notamment des infections virales, est plus forte que chez l'adulte, où le mécanisme est plus vasculaire et lié à la maladie, d'où cette prédominance inférieure. Le fait d'avoir une consolidation segmentaire à la radio est difficile à détecter, c'est un peu plus simple au scanner, et on avait fait cette étude au scanner, on a comparé les condensations effectivement lobaires des autres, et on voit que c'est une présentation un peu plus sévère effectivement, par rapport à une stratégie qui consisterait à considérer toutes les condensations pour diagnostiquer le syndrome thoracique aigu. Le fait d'en prendre des grosses permet de détecter un sous-groupe de malades plus sévère, avec ici plus de transfusions notamment, et plus de saignées. Mais la radiographie thoracique n'est probablement pas le meilleur outil pour faire ce diagnostic fin. Vous voyez que quand on la compare au scanner, on a une sensibilité qui dépasse 85%, mais une spécificité qui est faible, parce que c'est compliqué sur une radio thoracique au lit de détecter une condensation inférieure chez un malade alité avec parfois peut-être des épanchements pleuraux. Donc on a plein de situations où vous avez une belle condensation scanner avec une radio qui est possinormale, ou l'inverse, où la radio vous paraît très anormale, mais sans trop de condensation au niveau du scanner. Et dans notre expérience, ce qu'il faut probablement faire, c'est une échographie pulmonaire. C'est un outil que vous connaissez, peut-être. En tout cas, je vous encourage à vous y intéresser. Vous savez qu'à l'échographie, on peut avoir de manière assez facile la détection d'une aération normale. On peut également bien voir ce qu'on appelle les lignes B, qui sont des lignes verticales traduisant syndrome interstitiel dans la plupart des cas, des consolidations, et on peut même voir, à côté des hépatisations comme ça consolidées, des épanchements pleuraux. Et quand on teste l'échographie pulmonaire dans le syndrome thoracique aigu versus la radio, en prenant le scanner comme gold standard, ce qu'on observe essentiellement, c'est qu'avec la radiographie thoracique, c'est le schéma de droite, il y a un biais qui est assez important dans l'intensité des lésions, avec une sous-estimation importante des lésions. Sur ce Blanty-Altman, vous voyez, en faisant un score radiologique, on est à -5 par rapport à la référence qu'est le scanner, alors que l'échographie permet d'éviter ce biais. Donc globalement, pour résumer, c'est un outil plus sensible que la radio pour détecter ces consolidations qui sont essentiellement inférieures et parfois accompagnées d'épanchements pleuraux. Donc dans notre pratique, maintenant on fait une radio seulement à l'entrée des patients avec syndrome thoracique aigu et on les suit au jour le jour avec des échographies pulmonaires. C'est important, nous pensons, parce que le caractère récidivant de cette pathologie et le jeune âge fait que l'irradiation corporelle totale est très rapidement importante, parce qu'ils reviennent 3 fois par an et qu'ils ont une radio par jour pendant 15 jours lors de chacune des 3 hospitalisations. Alors, quels sont les facteurs de risque de syndrome thoracique aigu? Dans la littérature, c'est assez clair. Le jeune âge est associé à plus de syndrome thoracique aigu, et puis certains génotypes de la maladie, notamment le génotype SS et le génotype S-bêta-0, alors que les patients qui sont S-bêta+ ou SC ont tendance plutôt à faire un peu moins de syndrome thoracique aigu. D'autre part, il y a des facteurs de risque biologiques. L'hémoglobine F agit comme protecteur de la falciformation. Et donc vous voyez sur le graphe de gauche qu'à mesure que son taux augmente en abscisse, l'incidence des syndromes thoraciques aigus diminue en ordonnée. Et sur le graphe de droite, on voit l'influence de l'hyperviscosité. Plus l'hémoglobine totale et plus le taux de leucocytes totaux du patient sont importants, plus il va faire de syndrome thoracique aigu. Donc parfois, c'est un raisonnement un peu paradoxal, mais les patients drépanocytaires ne doivent pas avoir une hémoglobine trop importante, sinon ils augmentent leur viscosité et ont tendance à faire de la vaso-occlusion.
Les facteurs déclenchants du syndrome thoracique aigu sont multiples. Ça peut inaugurer la maladie. Et en général, dans la vaste majorité des cas, c'est précédé ou accompagné d'une crise vaso-occlusive. Et les autres facteurs qui jouent, c'est la grossesse, le postpartum, la chirurgie. Mais l'élément déclencheur principal, c'est quand même la crise vaso-occlusive, on va revenir dessus. On a de plus en plus d'informations sur le rôle de l'environnement sur cette maladie. On va voir aussi quelques données dessus. Mais pour insister sur la crise vaso-occlusive, on a développé récemment un score à Créteil pour prédire chez le malade avec une crise vaso-occlusive sa propension à développer un syndrome thoracique aigu. Donc vous voyez, c'est un score assez facile qu'on peut faire à J1 avec comme variable le taux de réticulocytes, la localisation lombaire de la crise vaso-occlusive qui est connue depuis très longtemps par les cliniciens comme étant probablement un facteur de risque de syndrome thoracique aigu, c'est confirmé dans cette étude, le taux de leucocytes et le taux d'hémoglobine. Et avec tout ça, vous pouvez faire un score qui varie entre 0 et 11, et plus de 11, avec un risque qui est soit bas, soit intermédiaire, soit élevé de syndrome thoracique aigu. Donc c'est assez pratique, notamment pour décider de la trajectoire des patients, savoir si on les met en soins continus, s'ils ont déjà une crise vaso-occlusive hyperalgique, ou pour faire des études randomisées. L'environnement a aussi un rôle. Comme vous le voyez ici, il existe une saisonnalité du syndrome thoracique aigu. On voit qu'il y a un pic hivernal avec une décroissance et des taux plutôt minimaux au mois d'été, en juin et en juillet. Cette saisonnalité est variable avec l'âge. Vous remarquez que les plus petits sont les plus impactés par la saisonnalité, probablement du fait de l'implication des infections virales plus importante dans ce sous-groupe de patients. On avait fait une étude en Île-de-France pour valider cette saisonnalité. On l'a retrouvée. On a retrouvé une influence à la fois de la météo et des polluants sur un syndrome thoracique aigu. Sur le graphe de gauche, vous voyez en abscisse le changement de température jour après jour. Donc on est dans des changements négatifs, ça veut dire que la température se refroidit d'un jour sur l'autre. Et vous voyez qu'à mesure que la température se refroidit, le risque relatif d'hospitalisation pour syndrome thoracique ou crise vaso-occlusive augmente. Et en réalité, il s'agit probablement de la température ressentie par le patient, puisqu'en combinant la vitesse du vent, on voit qu'il y a une relation positive entre la vitesse du vent et l'hospitalisation. Et vous savez que la température ressentie est un mix entre la température ambiante et la vitesse du vent. Il y a également une influence des polluants. Sur ce graphe, il faut ignorer la partie de droite où l'intervalle de confiance traverse 1, mais sur la partie de gauche qui est valide, vous voyez une relation linéaire entre le taux de particules fines dans l'air d'Île-de-France et le taux d'hospitalisation des patients pour drépanocytose, et une relation paradoxale mais très intéressante avec le monoxyde de carbone. Plus il y a de monoxyde de carbone dans l'air, moins ils sont hospitalisés. Et biologiquement, et sur les modèles animaux, on sait que le monoxyde de carbone a un effet biologique plutôt bénéfique dans cette situation. Mais avant de l'utiliser comme médicament de la drépanocytose, il faudrait s'assurer de ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique et pas tomber dans l'intoxication au CO. Alors la physiopathologie du syndrome thoracique aigu, elle est complexe, il y a plusieurs acteurs. Le premier d'entre eux, connu depuis longtemps, c'est l'embolie graisseuse. Alors, l'hypothèse est la suivante. Comme la majorité des STA sont précédées d'une crise vaso-occlusive, on suppose que cette crise, qui est médulaire, relargue dans la circulation des phospholipides qui peuvent être transformés en acides gras libres, lesquels sont toxiques pour les organes, au premier chef desquels le poumon, comme dans les syndromes d'embolie graisseuse un peu classiques, mais aussi le cerveau. Est-ce qu'il y a une réalité clinique à cela? Oui, quand on fait une coloration des macrophages spumeux avec la coloration Oil-Redo, on voit effectivement des macrophages chargés de matière lipidique dans les sécrétions pulmonaires des drépanocytaires, qu'il s'agisse d'une aspiration bronchique ou d'un lavage broncho-alvéolaire. Et ce taux est important. Vous voyez qu'entre 44 et 62% des patients explorés ont ces macrophages spumeux. Et cette expectoration, lorsqu'elle est positive pour ces particules lipidiques,
Ça caractérise des patients qui ont plus de manifestations neurologiques, plus de manifestations abdominales, donc globalement plus de manifestations extrapulmonaires, ce qui est cohérent avec un syndrome d'embolie graisseuse systémique. Et ils ont aussi plus fréquemment la crise vaso-occlusive précédant ou accompagnant le syndrome thoracique, ce qui est cohérent avec une physiopathologie qui considère une libération préalable de graisse à partir de la crise vaso-occlusive. Biologiquement, lorsqu'on regarde le phénotype pulmonaire de ces malades, il s'agit d'un syndrome thoracique aigu plus inflammatoire que les autres, avec un taux de protides plus important, de la cellularité plus importante dans le lavage, et cette cellularité, elle est très riche en lymphocytes et en neutrophiles, donc en cellules inflammatoires globalement, et ça aussi c'est cohérent avec la physiopathologie habituelle de l'embolie graisseuse. Alors, il y a une question en suspens, c'est de savoir si la fameuse coloration typique des crachats drépanocytaires en syndrome thoracique aigu, qui est une coloration comme ça, jaune d'or, vous voyez, ça c'est une aspiration d'un patient drépanocytaire avec un STA sévère. Est-ce que cette coloration jaune d'or est due à la graisse? Pour l'instant, la réponse est non. On n'a pas retrouvé dans les études biochimiques un peu simples qu'on a faites plus de graisse, même s'il faut faire des méthodes probablement plus avancées. Ce qui, en revanche, est frappant, c'est la similitude de cette expectoration avec du plasma sanguin. Là, je vous ai mis un tube de plasma qui vient d'être centrifugé. Et quand on regarde biochimiquement, la composition, par exemple, d'un lavage broncho-alvéolaire de patients avec syndrome thoracique aigu par rapport au plasma, en faisant bien sûr les corrections liées à la dilution, on arrive à un taux de protides et un taux de LDH assez similaires. Donc, une des hypothèses pourrait être cette coloration jaune d'or est juste la couleur du plasma et que du fait de la sévérité de la lésion de la barrière alvéolo-capillaire, on a du plasma dans les voies aériennes, comme on voit parfois dans les cas très sévères de syndrome thoracique aigu, notamment lors de TRALI. Le deuxième acteur du STA, c'est la vaso-occlusion. Donc là, c'est l'hypothèse initiale, hein, celle qui avait été émise par Charach, qui disait c'est probablement une crise vaso-occlusive pulmonaire qui se complique d'un infarctus pulmonaire, comme on peut le voir dans la maladie thromboembolique classique lorsqu'on a des infarctus dits de Laennec. Mais pendant longtemps, c'était compliqué de diagnostiquer ça, puisque c'est de toute manière impossible à l'heure actuelle de diagnostiquer une micro-occlusion vasculaire pulmonaire sans recourir à l'angiographie. On a toutefois fait récemment une série d'angioscanners thoraciques à des patients drépanocytaires pour voir si dans les gros vaisseaux, les vaisseaux élastiques, on avait quand même un certain degré de thrombose. Et on a trouvé 17% de patients chez qui on a de la thrombose des gros vaisseaux. Et la première question qu'on s'est posée, c'est quelle est la nature de cette thrombose? Est-ce qu'il pourrait s'agir, par exemple, d'emboles graisseux? Donc, quelques patients sont allés à l'IRM pour mesurer la densité de ces thrombies. Et on l'a refait également au scanner. Et vous voyez que la densité, elle est différente de la densité de la graisse, qui se situe en dessous de moins 30. Et on a plutôt une densité qui correspondrait à un caillot de nature fibrino-cruorique, ou en tout cas en majorité fibrino-cruorique. D'autre part, ce tableau est assez distinct de la maladie thromboembolique classique sur deux points. Le premier point concerne le taux de phlébite ou de thrombose veineuse profonde, pour parler de manière plus claire, associé. Dans la maladie thromboembolique classique, on a en général 45% de patients chez qui, en même temps qu'on a l'embolie pulmonaire, on découvre une phlébite au-dessus du genou, au Doppler des membres inférieurs. Dans notre série, on n'avait pas de phlébite suspoplitée. On avait 2 patients avec une phlébite sous-poplitée, mais c'était un journal américain et eux ne considèrent pas les phlébites sous-poplitées comme étant relevantes dans la maladie thromboembolique. Donc en tout cas, on a une sous-représentation des phlébites chez ces malades qui ont de la thrombose au niveau du poumon, ce qui pose question si on est dans une physiologie d'embolie à partir de la circulation périphérique. Deuxièmement, la distribution des caillots n'est pas la même. Dans une maladie thromboembolique classique, en général, la majorité des caillots se situe en proximal. On a 65% de caillots en proximal et seulement 35% en distal, ce qui est cohérent avec le fait que le caillot se bloque sur une bifurcation en arrivant dans la circulation pulmonaire. En revanche, dans le syndrome thoracique aigu, la vaste majorité des caillots, 90%,
est segmentaire ou sous-segmentaire. Donc c'est une maladie très distale, ce qui pose l'hypothèse d'une thrombose in situ qui naîtrait au niveau du lit capillaire pulmonaire et qui s'étendrait progressivement en proximal et non pas l'inverse. Quand on regarde les autopsies des malades drépanocytaires, on trouve également des caillots qui sont soit de nature fibrinochlorique, soit de nature graisseuse, mais dans la majorité des cas, il y a plus de caillots fibrinochloriques que graisseux, ce qui est aussi en cohérence avec l'étude scanographique. Alors, faut-il pour autant faire un scanner à tous les syndromes thoraciques aigus afin de rechercher ces thromboses? La question est difficile parce que c'est une minorité de patients, on a vu à peu près 15% des patients, et donc on va faire des scanners inutiles chez 85% des patients. Donc on a développé un score de risque de thrombose pulmonaire sur une cohorte monocentrique où on a retrouvé 4 facteurs de risque associés de manière indépendante à la présence de thrombose artérielle pulmonaire au cours de syndrome thoracique aigu. C'est le taux d'hémoglobine élevé, l'absence de facteurs déclenchants du syndrome thoracique aigu parmi les facteurs classiques, notamment la crise vaso-occlusive, un taux de plaquettes élevé qui est un facteur très fréquemment retrouvé lorsque les patients font de la thrombose artérielle pulmonaire, et puis une PCO2 basse. Et vous voyez que ce score, sans être exceptionnel, voici l'air sous la courbe, il est quand même meilleur que le score clinique de référence, qui est le score de Genève modifié, qui dans cette situation n'est pas du tout opérant. Et vous voyez qu'à mesure que les points augmentent sur un total qui pouvant aller jusqu'à 4, l'incidence de la thrombose augmente. Donc nous on recommande par exemple dans les scores élevés du type 3 ou 4 de faire un angioscanner thoracique, et on va valider ce score en multicentrique dans une étude prochaine. Cette altération de la circulation pulmonaire qui provoque une condensation qui a l'air d'être un infarcissement est donc médiée d'une part par de l'occlusion générée par l'embolie graisseuse et par la thrombose pulmonaire probablement in situ, mais l'autre acteur important, c'est une vasoconstriction pulmonaire intense. Parce qu'il y a d'authentiques patients qui ont de la défaillance circulatoire droite avec des cœurs pulmonaires très sévères, avec un angioscanner négatif, et lorsque vous leur faites une scintigraphie, vous avez une déperfusion complète de l'arbre pulmonaire distal, et la seule explication possible, c'est soit de la thrombose microvasculaire, soit de la vasoconstriction intense. Et on sait que l'hémolyse s'accélère au cours du syndrome thoracique aigu, et que cette hémolyse accélérée va consommer le monoxyde d'azote. C'est des relations quasiment linéaires qui ont été très bien étudiées. Vous voyez qu'à mesure que le taux d'hémoglobine libre augmente, la consommation du monoxyde d'azote augmente, et donc la dysfonction endothéliale due à cette consommation est flagrante avec une vasoconstriction intense. C'est démontré ici dans cette étude animale. Vous voyez, on met de l'hémoglobine libre, et vous avez une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, et ce phénomène peut être réversé si vous ajoutez de manière exogène du monoxyde d'azote, mais qui doit être ajouté à très forte dose du fait de sa captation par l'hémoglobine libre. Et cette vasoconstriction intense pourrait en elle-même générer de l'œdème pulmonaire en allant jusqu'à provoquer une lésion de la barrière alvéolo-capillaire du fait de l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est des modèles qui sont connus, notamment dans l'œdème pulmonaire d'altitude. C'est le mécanisme principal de génération de l'œdème pulmonaire. Il est d'origine vasculaire et avec une participation importante de la vasoconstriction. Et il y a beaucoup de similitudes, notamment la localisation plutôt inférieure des lésions entre le syndrome thoracique aigu et cet œdème pulmonaire d'altitude. Le troisième acteur dans le syndrome thoracique aigu, c'est l'infection, même si la proposition initiale de Sharash l'avait un peu défini en opposition à l'infection, mais avec les critères utilisés aujourd'hui, on a quelques patients infectés. Deux caractéristiques, un taux très faible d'infection finalement. On voit qu'avec la vaccination des patients, dans la plupart des séries, la typique infection à germe encapsulé type pneumocoque est finalement rare, et on a des taux d'infection régulièrement inférieurs à 15%. Et quand on regarde précisément le type d'infection au cours du syndrome thoracique aigu, on est frappé par la participation des germes atypiques. Ici c'est en vert, vous voyez que chlamydia et mycoplasme, si on se situe par exemple chez l'adulte, dans la colonne de droite, représentent
le contingent principal des agents infectieux lorsqu'on en retrouve. Et finalement, les pyogènes en rouge sont plutôt en minorité. Et on voit que lorsqu'on descend en âge, dans la colonne de gauche par exemple, vous avez une représentation importante cette fois-ci des virus, avec la sensibilité particulière des tout jeunes aux virus qu'on connaît. Du coup, si on est amené à couvrir le phénomène infectieux au cours d'un syndrome thoracique aigu, on est quand même obligé de prendre en compte les germes atypiques en plus des pyogènes chez l'adulte. Et puis un quatrième facteur qui va jouer dans la physiopathologie, c'est les facteurs de la paroi thoracique, parce que beaucoup de patients ont des crises vaso-occlusives thoraciques avec des infarctus costaux, avec un tableau très douloureux de l'hypoventilation antalgique. Et cette hypoventilation peut, dans un phénomène initial de la téléctasie, quand même se développer vers de la condensation plus importante. Et c'est un facteur à prendre en compte. Malgré cette compréhension physiopathologique assez poussée, chez la plupart des patients, on n'arrive pas à déterminer un mécanisme principal du syndrome thoracique aigu. Vous voyez que chez l'adulte, jusqu'à la moitié des syndromes thoraciques aigus sont mal caractérisés, parce que les explorations qu'il faut faire pour caractériser précisément l'embolie graisseuse, la thrombose in situ ou l'infection sont parfois extensives, et globalement, on n'arrive pas toujours dans les séries à savoir quelle est la vraie cause du phénomène. En termes pronostiques, c'est la principale complication aiguë du drépanocytaire grave. Vous voyez qu'on a un taux de recours à la ventilation non invasive qui n'est pas nul. Quand on regarde la mortalité absolue de ces patients, elle est très faible, elle est de l'ordre de 5% dans les bonnes séries, mais il faut mettre ça en rapport avec l'âge des patients qui est très très jeune. Ils ont en moyenne 20 ans. Donc chez eux, ça reste tout de même la première cause de mortalité à l'âge adulte. Et c'est aussi un facteur de gravité de la maladie, puisque vous voyez à droite qu'avec le temps, la mortalité des gens qui ont fait un syndrome thoracique aigu reste plus élevée que la mortalité de ceux qui n'en ont jamais fait. Il y a probablement un effet centre, parce qu'avec du gros volume de patients drépanocytaires, les choses sont un peu plus protocolisées. Et vous voyez dans cette étude, par exemple, que le recours à l'intubation est moindre dans les centres dits spécialisés par rapport aux centres non spécialisés, et que le recours aux transfusions est également moindre, avec un pronostic qui est pourtant probablement identique, sinon peut-être un peu meilleur. Donc c'est vrai qu'il est important au moins de rentrer en contact téléphonique avec des centres spécialisés pour la gestion de ces patients qui présentent des tableaux cliniques parfois complexes. Quels sont les facteurs de mauvais pronostic au cours du syndrome thoracique aigu? Cette large cohorte de Fichinski, publiée en 2000, retrouvait les antécédents de cardiopathie. Ça c'est très important parce qu'on va voir que l'une des principales anomalies physiologiques que va provoquer le syndrome thoracique aigu, c'est sur le secteur vasculaire pulmonaire avec de l'hypertension pulmonaire aiguë. Et on suppose que si un patient a une cardiopathie chronique préalable, sa tolérance de cet HTAP aigu puisse être moindre. Le deuxième facteur, c'était l'extension des lésions, ce qui est à peu près logique. On est dans de l'œdème pulmonaire lésionnel et plus on aura de lobes impliqués, plus ce sera grave. Et le troisième facteur qu'il avait trouvé, qui est un peu plus complexe à expliquer, c'est la thrombopénie, qui peut-être pourrait être de consommation. Dans notre expérience, l'élément clé qui fait basculer le patient, c'est sa tolérance hémodynamique au niveau de l'HTAP. Donc dans ce travail, on avait regardé le niveau de pression artérielle pulmonaire systolique à l'échographie chez les patients drépanocytaires avant la crise, puisqu'ils ont des échographies de base. Pendant la crise, donc vous avez au centre le niveau de PAPS pendant le syndrome thoracique aigu, et après, vous voyez clairement une HTAP aiguë durant le syndrome thoracique aigu qui peut atteindre des niveaux très importants, jusqu'à 100 mm de mercure, avec malheureusement ici un décès, puisque vous n'avez pas le point de contrôle après. Et en regardant de manière pronostique, on se rend compte que la majorité des patients décèdent avec une hypertension artérielle pulmonaire. Alors, on ne peut pas établir un lien causal, mais au moins c'est un marqueur important de sévérité dans cette population. Le mécanisme de cette HTAP aiguë est sans doute multiple, mais on imagine que l'hémolyse aiguë et la vaso-occlusion puissent participer. Vous voyez ici que
Lorsqu'on regarde les patients drépanocytaires au cours d'une crise vaso-occlusive simple, sans implication du thorax, on a aussi ce phénomène d'hypertension pulmonaire aiguë, ce qui suggère une implication de l'hémolyse, avec notamment ici le taux de LDH qui augmente, et cette hypothèse selon laquelle on aurait une captation du monoxyde d'azote qui aggrave les choses. Alors, comment prévenir le syndrome thoracique aigu? Déjà, en prévenant les crises vaso-occlusives, vous savez que l'hydroxyurée est maintenant utilisé au long cours chez les malades les plus sévères et que ça permet de réduire le taux de CVO, mais aussi de manière significative le taux de STA chez ces patients. Une fois que le patient est hospitalisé, par exemple, pour un geste à risque de syndrome thoracique aigu, comme une chirurgie, il y a une très belle étude publiée dans le Lancet qui a montré que la transfusion préemptive pouvait aussi diminuer le taux de syndrome thoracique aigu post-opératoire. Il faut pouvoir sélectionner ces patients. Chez les patients qui ont une crise vaso-occlusive, puisqu'on sait que c'est la principale cause de syndrome thoracique aigu, il peut être intéressant de prévenir le passage de la CVO vers le STA, d'une part en faisant le score dont on a parlé, et d'autre part en faisant de la spirométrie incitative au plan thérapeutique. Donc c'est une espèce de kinésithérapie personnelle. Les malades soufflent contre une colonne d'eau, et vous voyez qu'on peut réduire de manière significative le taux de CVO. C'est une étude avec très peu d'effectifs, 20 patients dans chaque groupe, mais qui était positive et qui a été publiée dans un bon journal et qui s'est traduite par une utilisation clinique large depuis. Une fois que le syndrome thoracique aigu s'est installé, quels sont les moyens dont on dispose? D'abord, le traitement va être essentiellement symptomatique. Il va falloir hydrater pour diminuer cette viscosité qui provoque la vaso-occlusion, en tout cas qui y participe. Les malades sont douloureux puisque la crise vaso-occlusive est très présente, donc il faut une analgésie dont on va détailler les modalités, de l'oxygène et un support ventilatoire en cas de détresse respiratoire, de la transfusion dont l'idée est de diminuer le taux d'hémoglobine S pour diminuer la falciformation. Et puis, quelques traitements spécifiques ont été testés, tels que les corticoïdes, le monoxyde d'azote inhalé. Et puis, sur le plan étiologique, ça dépendra un peu de ce qu'on trouve. En cas d'infection, il est licite de donner des antibiotiques. Et en cas de thrombose pulmonaire, d'utiliser des anticoagulants. Donc, concernant l'analgésie, elle doit être multimodale, sinon ça ne va pas soulager le patient. Donc, il faut du paracétamol, toujours de la morphine, qui est donné d'abord en titration, puis en PCA. Et puis, chez un nombre pas négligeable de patients, on sera obligé d'avoir des molécules associées, qui peuvent être le néfopam, la kétamine ou le protoxyde d'azote. Avec des protocoles qui peuvent être très complexes, des patients qui peuvent être pas soulagés, certains patients qui ont une composante psychogène et anxieuse importante qu'il faut prendre en compte. Et souvent, on fait appel aux équipes spécialisées de la douleur, notamment chez les patients qui sont dépendants aux morphiniques du fait de la répétition des crises. Quelques équipes suggèrent d'utiliser des AINS pour soulager la douleur. On avait fait une étude à Mont d'Or où on montre que on n'arrive pas à épargner significativement plus de morphine en rajoutant un AINS dans le protocole. Donc ce n'est pas une stratégie qu'on fait de manière systématique. On n'utilise pas des AINS de manière systématique. Sur le support ventilatoire, un travail multicentrique a été effectué testant l'intérêt de la VNI au cours du syndrome thoracique aigu, avec des résultats plutôt négatif, on va dire. Vous voyez qu'on ne réduit pas l'intensité douloureuse, on ne réduit pas significativement le taux de transfusion et la durée de séjour a même tendance à augmenter un tout petit peu. L'interprétation qu'on en fait, c'est qu'il faudrait probablement sélectionner les patients parce que si on considère un syndrome thoracique aigu avec une atteinte parenchymateuse très intense qui finalement est en SDA, selon la définition de Berlin, il est peu probable que la VNI puisse changer radicalement les choses. En revanche, il existe des malades avec une composante thoracique importante, beaucoup de douleurs thoraciques, beaucoup d'hypoventilation antalgique, de l'hypercapnie, et chez ceux-là, probablement que la VNI garde une place, mais il faudrait faire une étude pour le démontrer. Le rationnel de la transfusion, on l'a dit, c'est de diminuer la falciformation par la diminution du taux d'hémoglobine S et aussi d'améliorer le transport en oxygène et l'oxygénation tissulaire. Il y a deux écueils à cette stratégie. Le premier, c'est de ne pas basculer dans l'hyperviscosité,
qui elle-même réaggraverait la vaso-occlusion. Et donc une règle assez simple, c'est de retrouver seulement le niveau d'hémoglobine de base du patient, puisque typiquement en syndrome thoracique aigu, il y a une hémolyse accélérée, ils descendent en dessous de leur niveau de base, et l'idée ce serait de les remettre à leur niveau de base, ou en tout cas d'essayer de ne pas dépasser 10 grammes par décilitre. D'où la combinaison fréquente de la transfusion avec une saignée. Le deuxième écueil, c'est l'alloimmunisation. Donc la majorité des patients drépanocytaires en Europe sont d'origine afro-antillaise, et donc il y a des différences antigéniques parfois importantes en termes d'antigènes du globule rouge par rapport aux donneurs. Et un pourcentage important de ces patients peuvent s'alloimmuniser lors d'une transfusion. Du coup, c'est important de peser le bénéfice-risque de cette transfusion. Donc les indications sont essentiellement liées au terrain du patient, notamment si on est pendant une grossesse, un postpartum, ou si on est déjà en programme transfusionnel, à la sévérité clinique du syndrome thoracique aigu, notamment l'existence de lésions extensives ou de défaillance d'organes, et à l'absence d'amélioration malgré un traitement initial symptomatique bien conduit. On ne sait pas s'il faut privilégier une transfusion plutôt conservatrice ou une stratégie plutôt libérale. La stratégie libérale consisterait à faire des échanges transfusionnels d'emblée avec une machine qui fait des échanges. Donc ça va faire en sorte qu'on va transfuser probablement 6 kg globulaires dès le premier échange et qu'on va remplacer beaucoup de globules rouges. L'avantage d'une telle stratégie, c'est qu'on va baisser de manière importante et précoce le taux d'hémoglobine S, mais on aura exposé le patient à un taux, à un risque d'alloimmunisation plus important puisqu'on lui aura transfusé plus de poches. Et l'autre stratégie consiste à faire un échange manuel avec à peu près 2 kg globulaires et puis d'observer le patient et de ne répéter l'échange qu'en cas d'évolution défavorable. Pour l'instant, il n'y a pas d'essai randomisé qui teste les deux choses. En tout cas, on sait que lorsqu'on fait des échanges par érythraphérèse, vous voyez qu'on utilise beaucoup plus de culots qu'avec des échanges manuels sur les barres de gauche, que dans les études observationnelles, il n'y a pas de différence pour l'instant de durée de séjour. Donc la vraie stratégie consiste, enfin, une stratégie qui pourrait être défendue consisterait probablement à sélectionner les malades qui nous paraissent les plus graves et de réserver peut-être les échanges manuels aux malades les moins graves. L'alloimmunisation concerne un nombre croissant de patients. Il y a des séries où ça concerne jusqu'à 50% des patients drépanocytaires. Et cette alloimmunisation due aux différences antigéniques est très problématique puisque elle va mettre en péril les transfusions ultérieures qui pourront se compliquer d'hémolyse post-transfusionnelle. Bon, c'est une hémolyse qui est typiquement retardée, c'est-à-dire qu'elle a lieu plusieurs jours après la transfusion initiale, en général dans la première semaine. Et cliniquement, le malade refait des symptômes alors qu'il était guéri ou aggrave ses symptômes s'il était toujours malade. Donc il y a plus de syndrome thoracique aigu ou plus de crise vaso-occlusive s'il en avait déjà. Le mécanisme principal de l'anémie que va présenter ce malade, puisqu'il va redescendre en dessous du taux d'hémoglobine qu'il avait avant la transfusion. Le mécanisme principal, c'est l'hémolyse des globules rouges qui lui ont été transfusés. Donc globalement, il y aura une hémolyse accélérée des globules rouges qui lui ont été transfusés du fait de son alloimmunisation. Mais en réalité, son anémie va être aggravée par d'autres facteurs. D'une part, il va hémolyser aussi ses propres globules rouges une fois que le phénomène est enclenché. Et un certain nombre de malades aura en plus une réticulocytopénie majeure qui font qu'ils vont avoir du mal à générer des globules rouges. Du coup, la stratégie thérapeutique consiste d'une part à éviter toute nouvelle transfusion, puisque sinon vous faites un tableau expérimental d'intolérance transfusionnelle avec un décès assez rapide du patient. Regardez si le patient a une réticulocytopénie, auquel cas il faudrait donner de l'érythropoïétine pour la génération de nouveaux globules rouges, et puis essayer de moduler le phénomène immunologique en cours. Il n'y a pas de consensus, mais actuellement, ce qu'on utilise pas mal, c'est les immunoglobulines, si jamais il avait des RAI qui étaient d'emblée positives, et puis le rituximab ou l'éculizumab. Donc vous comprenez bien que c'est des thérapeutiques un peu d'exception, qui sont très spécifiques.
Donc en pratique, le plus simple, c'est de transférer le patient dans un centre un peu spécialisé pour que l'administration de ces molécules soit protocolisée. Nous avons essayé de produire un nomogramme qui permette de diagnostiquer facilement l'hémolyse. Excusez-moi, parce que la difficulté est la suivante. La destinée normale des globules rouges transfusés aux patients drépanocytaires, c'est de toute façon leur hémolyse, puisque les globules rouges ont une durée de vie déterminée. Et dans le DHTR, ce qui est compliqué, c'est de savoir si cette vitesse de diminution de l'hémoglobine A qu'on a transfusée aux patients est disproportionnée par rapport à la normale. Donc on a fait une grosse cohorte de patients avec des patients ici en bleu et en vert qui ont des vitesses normales de diminution de l'hémoglobine A sans signe clinique de DHTR. Et en bas, les rouges pleins sont des patients qui ont été diagnostiqués comme ayant un DHTR et on a un tableur Excel qui est accessible sur notre site internet où en rentrant l'électrophorèse du patient post-transfusionnelle immédiate et la nouvelle électrophorèse qu'on fait au patient lorsqu'on suspecte le DHTR, on peut le situer dans une zone de risque élevé, intermédiaire ou bas de DHTR. Lorsqu'on est en face d'une anémie chez un patient drépanocytaire, c'est parfois complexe de pouvoir raisonner. Et une porte d'entrée de raisonnement assez simple, c'est l'utilisation des réticulocytes. Parce que s'ils sont bas, on va pouvoir s'orienter vers des causes un peu spécifiques, comme des carences en fer ou en folate, qui ne sont pas exceptionnelles chez ces patients, l'inflammation, l'insuffisance rénale, la toxicité de l'hydroxyurée, qui est fréquente, également un phénomène de nécrose médulaire ou de crise aplastique, on en dira deux mots. Et puis, si les réticulocytes sont élevés, on est plutôt dans le cas d'une hémolyse, qui peut être due à une CVO, à une transfusion, à un paludisme, à une séquestration aussi, qui provoque des anémies à réticulocytes élevés, ou à un phénomène hémorragique. Alors, sur la nécrose médulaire et la crise aplastique, c'est des tableaux un peu typiques qu'il est intéressant de connaître. La nécrose va associer une crise vaso-occlusive qui est extensive au niveau médulaire, avec beaucoup de fièvre, des emboles graisseux, une augmentation importante de LDH. Il y a plusieurs moyens de faire le diagnostic, mais le plus simple dans notre expérience, c'est de faire un myélogramme. Et dans la majorité des cas aujourd'hui, l'anapathe va vous répondre qu'il y a une nécrose médulaire au niveau du myélogramme et vous aurez votre diagnostic. Et le traitement va associer transfusion plus ou moins EPO en fonction du taux de réticulocytes. Et la crise aplastique, c'est une infection à parvo B19 que les internistes connaissent bien avec de la fièvre, du rash, de l'arthrite et des atteintes d'organes comme une myocardite ou une glomérulonéphrite. On peut faire le diagnostic par sérologie ou par PCR. Et quelques patients vont quand même présenter ce tableau qu'il est important de connaître car il s'accompagne d'une érythroblastopénie qui est vraiment profonde et qui peut provoquer des anémies très importantes. La question des antibiotiques est légitime puisqu'on est devant des patients qui ont une asplénie au moins fonctionnelle et donc qui sont par définition à risque d'infection à germes encapsulés. Donc il est difficile de ne pas mettre des antibiotiques, notamment contre les pyogènes, notamment lorsque les patients sont fébriles, mais on a l'impression qu'on traite probablement par excès un nombre important de patients, puisqu'on a vu que la fréquence des infections dans la série est plutôt inférieure à 15%. Alors une stratégie qui pourrait être défendue, c'est celle de donner des antibiotiques d'emblée, mais d'essayer de les arrêter au plus vite, une fois qu'on a le bilan infectieux qui nous dit qu'il n'y a pas d'infection, mais il revient parfois très tard, et notamment si on a fait des sérologies, des atypiques, c'est 2 semaines après. On est en train de tester l'utilisation de la procalcitonine, qui dans cette situation ne permet pas de faire le diagnostic d'infection. Vous aurez d'authentiques infections à procalcitonine négative, notamment d'infections extrapulmonaires. Mais on a l'impression que durant le syndrome thoracique aigu, des dosages successifs de procalcitonique en dessous d'un certain seuil au cours des premiers jours peuvent autoriser l'arrêt des antibiotiques à J3 sans complications notables pour le patient. L'étude est en cours. Les corticoïdes ont une efficacité sur le syndrome thoracique aigu. Vous voyez que le taux de transfusion diminue et que la durée de séjour diminue aussi. La limite de ce traitement, c'est l'effet rebond, avec une part significative de patients qui referont une crise vaso-occlusive une fois à la maison lorsque les corticoïdes auront été arrêtés. Vous voyez qu'on a un taux de réadmission qui est important et qui explique le fait de ne pas utiliser en routine ces médicaments.
Concernant le monoxyde d'azote inhalé, il a plein d'avantages théoriques. Ça pourrait diminuer la falciformation, diminuer la dysfonction endothéliale, améliorer les rapports ventilation-perfusion et même avoir une action anti-inflammatoire. Donc il a été testé d'une part dans la crise vaso-occlusive. Vous voyez que les résultats sont négatifs. Et également, nous on l'a testé dans le syndrome thoracique aigu. Il faut préciser que lorsqu'on teste le monoxyde d'azote au cours de la maladie drépanocytaire, on est obligé d'utiliser des dosage important, vous voyez la 80 ppm, c'est beaucoup plus important que ce qu'on fait par exemple dans le SDRA de l'ordre de 5 à 10 ppm, parce que l'hémolyse et l'hémoglobine libre libérée vont capter une part importante du monoxyde d'azote qu'on va délivrer aux patients. Donc il faut des machines un peu spéciales. Et dans cette étude sur le SDA, globalement, malgré une petite tendance, le résultat sur le critère de jugement principal, qui était autour du taux de transfusion et d'exsanguinotransfusion, est négatif. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le sous-groupe des patients hypoxémiques, donc finalement avec un rapport P sur F inférieur à 300, donc un SDRA d'origine drépanocytaire, vous avez un effet positif qui nous incite à vouloir faire une étude dans ce sous-groupe de patients. Donc probablement, chez les plus sévères avec une atteinte pulmonaire importante, hypoxémiante, cette stratégie peut avoir un intérêt. Pour lutter contre la thrombose in situ, le plus simple à ce jour, c'est de faire un scanner thoracique si le patient a le score de risque de thrombose pulmonaire élevé. Et si on trouve des défects dans la lumière des vaisseaux, puisqu'ils sont probablement d'origine fibrinochléurique, proposer une anticoagulation que nous on suggère avec une durée de 3 mois, en considérant que le facteur déclenchant de cette thrombose est le syndrome thoracique aigu, et donc c'est un facteur réversible. Se pose la question des patients qui ont un enjeu scanner négatif, mais chez qui on suspecte quand même une thrombose microvasculaire au niveau des capillaires pulmonaires. On est en train de faire un essai randomisé testant l'anticoagulation curative à l'anticoagulation prophylactique dans cette sous-population. Ça s'appelle l'essai TASC. Maintenant, on va, pour finir, dire quelques mots des patients drépanocytaires qui présentent une atteinte pulmonaire tellement sévère qu'ils doivent être intubés et donc qui répondent aux critères de SDRA. Comme on l'a vu, il y aura une participation importante de la dysfonction circulatoire chez ces patients. Vous savez que dans le SDRA en général, le cœur pulmonaire aigu, c'est-à-dire la dilatation ventriculaire droite associée à un mouvement paradoxal du septum interventriculaire, est plutôt rare. Il est de l'ordre de 20% dans les séries récentes. Il existe des facteurs de risque de ce cœur pulmonaire aigu qui ont été proposés dans cette étude. Ils sont au nombre de 4. La pneumonie comme cause du SDRA, les réglages ventilatoires avec globalement des pressions élevées, et la pression qui semble la plus impliquée dans l'altération de la circulation pulmonaire, c'est la driving pressure. L'hypoxémie profonde, et on sait qu'il y a un certain degré de vasoconstriction pulmonaire hypoxémique au cours du SDRA, et puis l'hypercapnie, car l'augmentation de la PCO2 agit comme un vasoconstricteur de la circulation pulmonaire. Avec ce score de risque, vous voyez qu'à mesure que le score est élevé, la fréquence de dysfonction vasculaire pulmonaire augmente et la mortalité des patients augmente aussi. Et donc, en général, dans le SDRA, on pourrait recommander de faire une échographie cardiaque, par exemple, de routine pour rechercher ces anomalies en cas de score élevé. Qu'en est-il du SDRA d'origine drépanocytaire? Alors, sur ce schéma, vous avez sur les colonnes avec des pointillés, les patients représentés, les patients qui ont un SDRA d'origine drépanocytaire. Et vous voyez que, quel que soit le score de risque de CPA, en utilisant le score de risque de la population générale, ils ont de toute façon une dysfonction vasculaire pulmonaire à 100%. Donc, vous voyez que le score de risque est cohérent pour les malades avec SDRA non drépanocytaire. Ce sont les malades sans pointillés. À mesure que ce score de risque augmente, le pourcentage de malades avec dysfonction vasculaire pulmonaire pas sévère en blanc ou sévère en gris augmente également. En revanche, quand on passe aux drépanocytaires qui ont SDRA, avec des pointillés, quel que soit le score de risque, ils ont tous une dysfonction vasculaire pulmonaire. Comme si la drépanocytose était en soi un facteur de risque de dysfonction vasculaire pulmonaire. En tout cas, le message ici, c'est que c'est une anomalie
quasiment ubiquitaire, la dysfonction vasculaire pulmonaire, et avec un taux, par exemple, de cœur pulmonaire aigu, c'est-à-dire de dysfonction sévère, qui est constamment autour, enfin majoritaire, quoi. C'est constamment autour de 70 à 100% des patients. Du coup, lorsqu'on a un SDRA qui survient sur un syndrome thoracique aigu, il est important de monitorer la fonction vasculaire pulmonaire, parce que la dysfonction est fréquente, et de prendre des mesures de protection de la circulation pulmonaire, qui consistent en général à lutter contre les facteurs de risque. Alors la pneumonie comme cause, dans ce cas, l'équivalent de la pneumonie, c'est le syndrome thoracique aigu, donc il faudrait essayer d'échanger le patient pour essayer de diminuer l'intensité du STA. Ensuite, on a parlé de l'hypoxémie, il faut éviter les hypoxémies profondes, de l'hypercapnie qu'il faut essayer d'éviter. Et une bonne manière au cours du SDRA d'éviter les deux choses, c'est d'utiliser le décubitus ventral, car vous le savez, il y a des études qui ont clairement montré que ça améliorait la circulation pulmonaire. Et puis, dans les cas les plus sévères, on sera amené parfois à utiliser des vasodilatateurs pulmonaires, donc soit inhalés, le monoxyde d'azote avec l'écueil qu'il faut utiliser des doses très élevées pour pouvoir être efficace du fait de la captation par l'hémoglobine libre, ou des vasodilatateurs pulmonaires qui ont une action systémique également par voie intraveineuse, mais là, on va être confronté à des problèmes d'hypotension artérielle parfois difficiles à gérer. Le dernier message que j'aimerais vous faire passer, c'est celui d'une maladie vasculaire systémique. Le malade drépanocytaire qui est en réanimation a en général un syndrome thoracique aigu avec une composante vasculaire pulmonaire dont on a parlé, mais du fait de sa maladie, il est susceptible de faire d'autres complications aiguës dans d'autres territoires, comme le cerveau, le foie, le rein ou encore la moelle osseuse. Et donc en conclusion, c'est un syndrome à physiopathologie complexe avec une évolution qui peut être rapide vers le SDRA, qui sera caractérisée par une défaillance cardiaque droite importante, d'où l'importance de la surveillance clinique et échographique. Et lors du traitement en réanimation, en cas d'intubation, faire attention à la protection de la circulation pulmonaire. Merci pour votre attention.